quelqu'un qui les transporte, un acheteur, excusez-moi, derrière la frontière, et qui achète les jeunes qui veulent. Et puis ça va être pareil dans une autre frontière. Et encore pareil jusqu'à arriver à un pays de destination. Donc le transport de jeunes comme ça, ça fait partie du processus de la traite. Le transfert, c'est un petit peu la même chose. Quand je vous ai dit transférer d'un pays à l'autre, c'est un petit peu la même chose. Alors l'hébergement, c'est la même chose. Si vous hébergez des personnes, vous, quand je dis vous, vous comprenez, bien sûr, si on héberge des personnes qui sont dans un processus de traite, on est complice. Si vous les transportez, vous êtes complice. Si vous les hébergez, vous êtes complice. Si vous les accueillez chez vous, vous avez parfois l'impression de faire œuvre de bonté. Et bien non, il faut faire quand même très attention. Et sentir si les jeunes, elles sont réticentes, si elles parlent volontiers, si elles sont détendues, si elles sont stressées, si elles ne savent pas trop où elles sont. Parce que vous imaginez, vous partez, mettons, on va dire, de Roumanie, par exemple. Il y a beaucoup de jeunes victimes qui sont d'origine roumaine. Elles passent dans le pays d'à côté. Elles savent déjà plus la langue. Elles passent dans un deuxième pays. Elles savent encore moins la langue. Et quand elles arrivent dans un pays de l'Occident, elles ne savent même pas dans quel pays elles arrivent. Et donc, évidemment, elles n'ont aucun moyen de parler, de dialoguer avec les personnes qu'elles rencontrent. C'est une manière, c'est une stratégie des trafiquants pour les isoler. Alors, est-ce que vous avez des questions déjà? Je fais des petites pauses quand même de temps en temps pour que vous assimiliez bien tout ce que vous entendez. Alors, c'est une excellente question. Je répète parce qu'on n'entend pas forcément. Est-ce qu'on sait un nombre? Est-ce que vous pouvez nous dire un nombre? Alors, vous êtes assis, là, ça va aller. Dans le monde, on dit qu'il y a environ 42 millions de personnes qui sont victimes des trafiquants d'êtres humains. 42 millions. D'accord? Alors, on va voir après toutes les formes de traite, parce que ce n'est pas seulement des traites pour l'exploitation, des formes pour l'exploitation sexuelle, c'est aussi pour d'autres formes de traite. Mais bon, vous imaginez bien qu'il est extrêmement difficile d'avoir des chiffres officiels. Ce n'est pas un phénomène qu'on traite comme quand on va, je sais pas quoi, on va faire le recensement dans une ville, et bien on note exactement toutes les personnes qu'on rencontre, tous ceux qui habitent, etc., etc. Là, vous imaginez bien que les trafiquants, ils se cachent, donc ils ne vont pas aller dire « moi j'ai fait 50 victimes de traite », d'accord, c'est complètement évident. Alors, il y a des chiffres officiels qui sont ceux de l'Agence des Nations Unies contre la traite, mais ils ne recensent que les cas avérés, jugés, donc si vous voulez, officiellement reconnus. Et on sait que c'est extrêmement peu par rapport au phénomène en tant que tel. Et alors, les chiffres les plus fiables sont ceux de l'Organisation internationale du travail. Parce que, donc, on va voir ça aussi tout à l'heure, il y a du travail forcé. Et le Bureau international du travail fait vraiment un très gros travail de statistiques pour savoir quel est le nombre de victimes dans ce secteur-là. Mais donc, je réponds sans répondre à la question, parce qu'effectivement, c'est très difficile de répondre. Et puis, donc, il y a plein de formes de traite, je vous expliquais tout à l'heure, vous verrez de vous-même que c'est très compliqué à compter. Madame, vous aviez une question au fond? Oui. Est-ce que, tout en passant rapidement dessus, la distinction entre le transfert et le transport? Donc, j'aimerais que vous précisiez un petit peu, s'il vous plaît. J'ai pris ça parce que ce sont les catégories qui sont dans le protocole de Palerme, mais
transporter, ça veut dire que vous prenez, j'ai vu des documentaires où les filles sont montées dans des camions, hein, et donc le conducteur du camion peut être incriminé de traite d'êtres humains parce qu'il transporte. Bon. Quand vous les faites passer en avion ou en train, vous ne les transportez pas d'une certaine manière. Mais par exemple, vous les transférez d'un pays à l'autre. D'accord? Donc, si vous voulez, je crois qu'ils ont vraiment essayé de ne pas laisser de faille, hein, pour permettre vraiment d'incriminer les personnes responsables. Hein? Oui. Et justement, lorsqu'on est en train de parler de la France, est-ce que déjà il y a eu des zones identifiées pour ce genre enfin, des réseaux ou des zones d'accueil qui ont été déjà identifiées en France, justement? Alors, j'aurais du mal à parler de zone, hein, mais il est tout à fait certain qu'il y a en France des personnes victimes de traite. Hein. Moi, j'ai travaillé pendant 7 ans dans un foyer à Paris, qui est le seul qui accueille les femmes survivantes de traite. Et donc, elles sont là, hein, mais c'est effectivement très difficile de sortir de ce circuit-là. Hein. Donc, elles viennent davantage en région parisienne. Alors, on disait un petit peu, hein, en vous attendant, les liens entre les migrations et l'exploitation. Hein. Eh bien, effectivement, ça suit, surtout maintenant où on en parle quand même de manière un peu plus importante, ça suit les routes de la migration encore plus qu'auparavant. Auparavant, les trafiquants, ils allaient chercher les gens dans leur pays d'origine et ils leur faisaient faire tout le parcours que je vous ai expliqué. Aujourd'hui, c'est triste à dire, mais les gens commencent leur parcours eux-mêmes. Si vous êtes dans un pays où vous êtes persécuté, ou si vous avez faim, ou si vous ne pouvez pas y élever vos enfants, vous savez bien que ou si vous avez subissé une persécution politique, vous savez très bien, c'est du droit international, vous avez le droit de partir de chez vous. D'accord? Mais voilà, vous n'êtes pas sans regarder la télévision, sans lire les journaux, vous savez très bien que l'Europe a des politiques difficiles par rapport à ça. Quand je dis difficile, parce que c'est pas un problème simple. Hein. Et donc, les migrants, si vous voulez, deviennent, de par la difficulté du parcours, des potentielles victimes de traite. Par exemple, au tout début des moments où on nous a parlé de ce processus migratoire, j'étais vraiment stressée d'entendre ça. On disait qu'il y avait des enfants qui échappaient à la surveillance de leur famille dans le parcours. Hein. Vous vous rappelez Jésus, même à Jérusalem, quand ils allaient à Jérusalem, il n'est pas resté avec ses parents, ils l'ont cherché partout. Eh bien, là, les enfants échappent à la surveillance de leurs parents et il y a des trafiquants sur les routes de migration. Oh, t'as perdu ta famille, viens, je vais m'occuper de toi. Et hop, l'enfant, il est pris dans le trafic. Il est pris déjà. Et on disait qu'il y avait un enfant sur 2 qui avait été pris dans ce processus. Donc vous imaginez un petit peu l'importance de ce processus. Alors, il y a une troisième, enfin une quatrième, je ne sais plus aujourd'hui, c'est que quand on passe par la Libye, on évoquait hein, le reportage de la journaliste de CNN qui avait eu le courage et l'habileté de filmer un marché d'esclaves. Hein. On est au XXIe siècle et il y avait un marché d'esclaves en Libye où elle a vu et entendu, on faisait sortir des hommes et on disait celui-là combien 200 €, celui-là combien 300 €. Vous imaginez? Vous imaginez? C'est ça, hein, c'est ça la traite des êtres humains. Et dans le processus migratoire, on a un petit peu d'argent quelquefois qu'on a mis de côté pour se dire on va aller ailleurs, mais les passeurs, vous savez, les passeurs, hein, ils disent je vous emmène en bateau, je vous emmène en voiture, mais ils prennent 8 000 € d'une famille pour les faire passer. Et comme ils sont tellement ils ont tellement envie de s'en aller que ben, ils donnent. Après, ils
ils sont encore plus habiles, les passeurs, ils disent, ça fait rien, si vous n'avez pas l'argent qu'il faut, moi je vous emmène, et puis là-bas vous trouverez du travail et vous me rembourserez. Et ce travail, c'est de l'exploitation pour le travail. Et donc ça devient de la traite des êtres humains. Je ne sais même plus à partir de quoi je suis pas. En vous racontant tout ça, parce que c'est inextricable, inextricable. C'est ta question, Sarah. Hein. C'est pas Sarah, mais ça fait rien. Oui, c'est ça. Voilà. Et donc, s'il y a une zone actuellement, c'est les routes de la migration. Alors ça, c'est une zone. En France, donc, il y a la région parisienne. C'est le plus, parce que, bon, par exemple, l'exploitation sexuelle elle est très, très importante à Paris. Et donc, c'est là où un peu on concentre nos efforts. Donc, je disais, pardonnez-moi pour les personnes qui étaient déjà là, mais que le collectif contre la traite, on essaie vraiment de demander au gouvernement de faire tout ce qu'il faut par rapport à la charte européenne pour accueillir les personnes survivantes de la traite qui veulent en sortir et qui veulent faire un processus de formation et puis de chercher du travail et d'avoir un logement, avoir une vie décente. C'est la moindre des choses. C'est plus dans la région parisienne. Hein, pour répondre à ta question, mais de manière nuancée, c'est très difficile à voir vraiment géographiquement. De toute façon, oui. Aussi dans les grandes villes, ils essayent d'attirer des jeunes pour le mannequinat, pour tourner des films, en leur disant qu'elles sont jolies, et ça va dans la... Tout à fait. Parce que moi, j'ai assisté. Une fois, j'étais interpellée comme ça, à Dijon. On me dit, oh, vous êtes jolie, vous devriez faire du cinéma. Alors oui. Ah oui. Mais ils ont toutes les ruses. Tout est bon. Oui. Tout est bon pour attirer. Là, à ce moment-là, on ne parlait pas de... il n'y avait pas d'émigration comme il y a maintenant et tout ça. Parce que moi, je vous parle de ça il y a plus de 50 ans. Hein, et ben, déjà, ils avaient des choses pour... parce que vous avez beaucoup de jeunes filles qui veulent faire des défilés de mode, des choses comme ça, et ben, ils partaient là-dessus. Et ils sont très astucieux, ils partent des rêves des personnes. Hein. Leur but à eux, c'est de gagner de l'argent. Oui. Peu importe les moyens. D'accord ? Mais, alors je vais encore vous dire une chose qui est très dure pour moi à entendre et à dire. La personne humaine est la première des marchandises parce que c'est la matière première qui coûte le moins cher. Je ne sais pas si vous entendez ce que je dis. C'est horrible, je sais que c'est horrible, mais c'est la vérité. Les trafiquants qui veulent trafiquer après des armes, des pierres précieuses, de la drogue, ils commencent par trafiquer des personnes, parce que pour acheter une personne, qu'est-ce qu'on fait? On prend un billet d'avion, hein, on la pose quelque part, et après c'est elle qui gagne de l'argent par l'exploitation dont elle est l'objet. Mais un billet d'avion, c'est rien du tout pour un trafiquant. Il va recevoir sa mise 1 million de fois, surtout qu'il y a, bon, ça on verra après, la force de la dette, c'est-à-dire, ah oui, tu veux quitter